Donc on va poursuivre pour la dernière séquence sur une présentation à la fois dynamique mais aussi très interactive. On va vous proposer d'intervenir peut-être sans attendre la fin des présentations pour laisser de la place à la discussion, parce que c'est toujours un peu frustrant de ne pas pouvoir poser les questions qu'on a envie de poser aujourd'hui. On a énormément de chance d'avoir à nos côtés Christina Januario, qui est le bras droit de Gary Swindle chez Costco, directrice financière chez Costco. Vous pouvez nous rejoindre, Christina. Et Sébastien Badeau, qui est le directeur général de Alibaba France. Alors ce matin on a évoqué 20 ans de distribution, on a beaucoup parlé de la nécessité aujourd'hui de se remettre en question, on a aussi parlé de l'intervention des startups, de la difficulté des grosses entreprises de se remettre en cause. On va peut-être avoir des contre-exemples ici avec des entreprises qui ne sont pas des startups mais qui participent très activement à la reconfiguration du commerce au niveau mondial et au niveau français. On est extrêmement intéressés pour savoir quelles sont alors à la fois les caractéristiques du concept Costco en France et les premiers résultats après 3 mois et demi, presque 4 mois d'exploitation, puisque le premier magasin a ouvert le 22 juin dernier. Et puis on est aussi très intéressé pour savoir ce qu'Alibaba va transformer sur le marché français. On a beaucoup d'informations sur ce qui se passe en Chine, mais on a beaucoup regardé vers l'ouest, on va aussi regarder vers l'est parce que on a une autre manière de faire du commerce. Donc Sébastien va nous parler de la manière dont les Chinois achètent aujourd'hui et ce qu'on va voir arriver dans les mois qui viennent en France. On va commencer par Christina, on va vous laisser faire une présentation du concept et puis on interagira après. Je fais la technique. Avant que tu fais ça, Sandrine, je voulais dire, tu disais tout à l'heure que ce ne sont pas des startups, mais d'une certaine façon, par l'esprit et de l'un et la jeunesse et aussi l'esprit de l'autre, ils ont quand même quelque chose des startups. Effectivement, en tout cas pour Costco, malgré le fait que c'est une grande entreprise, on a vécu tous les challenges d'un point de vue réglementation. Là, vous avez probablement reconnu mon accent canadien. Effectivement, moi, je suis en France déjà depuis 2013. Donc, j'accompagne Gary en fait, tout au long du dossier pour Villebon-sur-Yvette. Gary, lui, de son côté, il était chez Costco depuis, en fait, en France depuis 2012. Donc, une année après, moi, j'ai tout simplement suivi. Et effectivement, tout ce qui est l'urbanisme, la réglementation, et puis par la suite les recours, et finalement tout ça pour voir le projet voir jour le 22 juin. Donc, sans plus tarder, je ne sais pas combien d'entre vous connaissent le concept, mais pour nous, Costco, malgré le fait que Costco est quand même le deuxième plus grand distributeur au monde, nous étions très très peu connus ici en France. Donc, qui sommes-nous de façon générale? Nous sommes des clubs entrepôts, cash and carry. Nous offrons une sélection très limitée. Donc, on parle de références, pardon. Donc, 3800 références, donc 50% alimentaires, 50% non alimentaires. Mais on vend plusieurs catégories de produits. Donc, chez Costco, vous pouvez retrouver des produits de l'eau, des produits de base, mais vous allez aussi trouver des produits de très grande qualité. Ce qui nous différencie, en fait, c'est cette grande qualité à des prix qui sont assez impressionnants, exceptionnels. Et aussi, ce qui nous différencie, c'est que nous avons une carte d'adhésion. Donc, pour faire du shopping chez Costco, il faut s'adhérer et le coût, la carte d'adhésion est à 36 € par année. Et donc, elle est disponible aussi pour les entreprises et pour les particuliers. Donc, voici
une image de notre entreprise, un club entrepôt. On parle d'une surface de 14 000 mètres carrés. Donc, si vous le comparez, par exemple, à un hypermarché, c'est de taille similaire. Néanmoins, si vous regardez un hypermarché, ils ont 100 000 références. Nous, on n'en a que 3 800. Et donc, très souvent aussi, lorsqu'on devait expliquer le concept de Costco, on nous disait, mais vous faites quoi? Qui vous êtes? Qu'est-ce qui vous différencie? Et puis on essaie évidemment, la nature humaine essaie de comparer Costco à un hypermarché, mais néanmoins, on est bien content aujourd'hui que le magasin est ouvert et les premiers commentaires, c'est, ben non, vous êtes vraiment pas un hypermarché, vous êtes un peu un hybride de plusieurs choses. Donc, on vend des produits très spécialisés, on vend des bijoux, des carats, des diamants, écoutez, c'est assez, il y a des produits divers, des jeans Levi's, par exemple, vous pouvez retrouver chez Costco. Donc, comme je vous mentionnais tout à l'heure, on est le deuxième détaillant en importance aux États-Unis, deuxième détaillant en importance mondiale. On a terminé notre chiffre d'affaires en 2016 était de 116 milliards de dollars américains, avec un bénéfice net de 2,35 milliards. On a une capitalisation boursière de 71 milliards avec plus de 2,6 millions de transactions par jour et notre panier moyen est de 137 dollars. Donc, où nous sommes situés? Donc, nous sommes aux États-Unis, principalement aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Royaume-Uni, l'Espagne, France, l'Islande. Ce sont les deux plus récents magasins. Donc, l'Islande a ouvert en mai. Et puis la France, bon, comme on l'a mentionné, le 22 juin. L'Islande, c'est une histoire assez particulière. Je vais juste très, très rapidement. En fait, il y a 300 000 habitants. Et en fait, un tiers de la population a une carte d'adhésion. On a les 8 premiers jours de chez Costco, on faisait 1 million de chiffre d'affaires par jour. Donc, c'était assez impressionnant. Donc, par la suite, pour poursuivre, on est au Japon, Corée, Taïwan et en Australie. Donc, juste une petite vidéo de notre ouverture. Notre code d'éthique, en fait, c'est un code qui, depuis des années, on le suit. Donc, respecter la loi.
Des fois, on va au-delà de ce que la loi nous exige, mais on essaie de tout bien faire. Respecter nos membres, bien traiter nos salariés, respecter nos fournisseurs. Et ultimement, en fait, puisque nos actionnaires, c'est eux qui nous permettent de financer nos ouvertures d'année après année, ben, en fait, on pourra éventuellement pouvoir les récompenser. Nos membres et nos frais d'adhésion, c'est notre raison d'être. Donc, tout à l'heure, je vous présentais le bénéfice net de chez Costco. Le bénéfice net était en parfaite corrélation avec nos revenus d'adhésion. C'est vraiment notre chiffre d'affaires. En fait, c'est notre bénéfice. Donc, la carte d'adhésion, elle est ouverte aux particuliers et aux entreprises. C'est aussi, initialement, Costco, quand on a vu jour en 1983, on était ouvert qu'aux entreprises. Et, pardon, je vous dis 1983, mais je n'ai pas nécessairement l'histoire au complet de Costco ici dans la présentation, mais le concept, il existe déjà depuis 1976. Il était ouvert que aux entreprises. Et puis, par la suite, bon, c'était sous la bannière Price Club. Et en 1983, il y a eu Costco au sel qui a vu jour. Et par la suite, ces deux sociétés ont fusionné 10 années plus tard. Et donc, le concept a toujours été pareil, c'est simplement qu'ils ont décidé de se partager le territoire américain. Et donc, cette carte d'adhésion, en fait, elle est garantie à 100%. Ce que ça veut dire, c'est que si un membre n'est pas satisfait pleinement, peu importe le nombre d'achats que vous avez fait durant l'année, nous, on vous rembourse en totalité. Un des gros avantages aussi de cette carte d'adhésion, c'est qu'on est capable de retrouver vos achats dans notre base de données. On est capable si jamais il y a un rappel produit par nos fournisseurs, par exemple, on est capable de contacter et de tout de suite être en relation avec nos clients. Et concernant nos produits, nous les garantissons aussi 100% satisfaits ou remboursés. Nos membres aujourd'hui, on est à 89 millions de membres dans le monde. Le taux de renouvellement de cette carte, parce que, en fait, c'est ce qui est assez aussi particulier chez nous, chez Costco, c'est que cette carte, elle est renouvelable à toutes les années. Donc, si le membre décide de ne pas renouveler, mais en fait, pour nous, on n'a pas atteint notre objectif parce que, ultimement, c'est notre source d'adhésion, c'est notre raison d'être et c'est eux, par la suite, qui viendront faire du shopping chez nous. Donc, à travers les années, c'est 90% de taux de renouvellement au US et Canada. Et à l'échelle mondiale, c'est un petit peu moindre, c'est à 88%. Et la raison, c'est parce que nous nous installons graduellement sur des marchés qui sont tout à fait nouveaux pour nous. Et donc, dans la première année, évidemment, on voit où le taux d'adhésion, le taux de renouvellement, il est un peu plus bas. Mais néanmoins, avec le temps, ce taux de renouvellement augmente. Donc, tout à l'heure, je vous mentionnais le chiffre, le bénéfice net qui est en directe relation avec notre revenu d'adhésion. Donc, nos revenus d'adhésion en 2016 étaient de 2,9 milliards. Et nos membres en France, nous avons ouvert le magasin le 22 juin avec à peine 10 000 membres. Aujourd'hui, en quelques semaines, en fait en 3 mois, on est maintenant à 41 800 membres, mais ce chiffre ne fait qu'augmenter. On est près maintenant de peut-être 42 43 000. Et on a 66 700 porteurs de cartes. Pourquoi ce chiffre est différent? C'est parce que lorsque vous avez une carte d'adhésion, on vous donne aussi une carte additionnelle gratuite. Bon, évidemment, il y a des particularités, mais néanmoins, on a 66 700 porteurs de cartes qui peuvent faire du shopping chez nous. Et le panier moyen en France, il est à 115 €. Donc, nos collaborateurs, nous, bon, évidemment, pour être capable d'avoir un taux de renouvellement si élevé, c'est parce qu'on essaie aussi de se différencier d'un point de vue service à la clientèle. Pour nous, c'est hyper important. C'est de vous donner une belle expérience d'achat. Nous avons 222 000 collaborateurs dans le monde. On a aussi un très faible turnover. Dans la distribution, ça se situe environ entre 30 et 40%. Nous, après 1 an de service, les gens quittent très peu. On est à 6% de turnover à travers le monde. Et en France, nous avons 62% de nos salariés qui sont à temps plein et 38% qui sont à temps partiel. Et notre évolution, simplement vous montrer certaines photos de différents pays, en fait, entrepôts dans le monde, dont à Taipei en janvier 2017. Évidemment, dans des pays comme ça, c'est un peu plus difficile, donc on voit que c'est des parkings qui sont au-dessus du magasin. Je vais juste simplement vous montrer une petite l'ouverture à Shanghai.
Une ouverture le 9 janvier 2017 à Séoul. Par la suite au Mexique le 16 février. Vous voyez, d'un point de vue structurel, c'est quand même similaire de magasin. Même quand vous rentrez dans un magasin, c'est similaire. Vous vous retrouvez en tant que consommateur. En Australie, le 30 août 2017. Et puis notre développement mondial, comme vous voyez, en fait, nous, notre objectif, c'est d'acquérir pas nécessairement de nouveaux marchés, mais néanmoins de prendre l'expansion dans les marchés actuels. Et donc, cette année, en fiscal 2018, on prévoit l'ouverture de 20 magasins. Au niveau de l'exploitation, on a, comme on le mentionnait, nous, évidemment, pour être capable d'offrir des prix des prix exceptionnels, on réduit de façon significative, ou on essaie de réduire nos coûts d'exploitation. Depuis plusieurs années, nous, on s'impose une marge maximale de 14%. Et ça, c'est depuis le début de l'existence de la société. Comment on peut le faire? En fait, on le fait de plusieurs raisons. Le fait d'avoir peu de références, on est capable d'avoir une meilleure gestion des stocks, une efficacité qui est plus accrue, une rotation qui est rapide, et aussi, évidemment, c'est des réductions une réduction des ruptures de stock. Le fait aussi, par exemple, de recevoir, vous allez voir dans un magasin, c'est très modeste comme environnement, c'est des palettes, on reçoit la marchandise palette, on les dépose palette. On essaie d'éviter le plus la manutention. On a des dépenses très limitées en publicité. Donc, évidemment, de faire connaître notre concept, ça a toujours été un challenge dans chacun des pays parce qu'on n'a pas des budgets extraordinaires pour le marketing. Mais néanmoins, une façon qu'on le fait, on peut le faire avec nos marques. Donc, par exemple, chez Costco, c'est des marques qui sont quand même très reconnues. Donc, on travaille quand même avec des grands distributeurs. Réduire au minimum la manutention des produits, donc comme je vous mentionnais, des marchandises sur palette. Une rotation rapide des stocks, donc on veut assurer la fraîcheur des produits. La quantité, encore une fois, qui est limitée au niveau des références, le volume de vente qui est beaucoup plus important. Donc nous, on croit beaucoup au peu de références, mais avec maximiser nos ventes. Et puis par la suite, au niveau des particularités de nos produits, c'est que vous allez quelquefois trouver des produits que vous pouvez retrouver dans des magasins très spécialisés. Donc c'est des conditionnements aussi qui sont exclusifs à nous, des multipacks. Et c'est aussi des emballages pour la revente. Pourquoi? Parce que, bon, évidemment, on dessert aussi une clientèle qui est du B2B. Alors, pour certains produits, c'est des produits qui sont beaucoup plus conséquents, plus gros et qui sont aussi prêts, par exemple, pour la revente. On a notre MDD, Kirkland Signature. C'est une qualité qui est identique à ce qu'on peut retrouver par des grands fournisseurs. Et très souvent, ce sont avec ces fournisseurs qu'on travaille notre MDD, mais c'est toujours avec des specs qui sont assez qualitatifs. Et évidemment, notre objectif, c'est d'offrir une véritable économie à nos membres. Donc, des exemples de MDD, donc vous allez retrouver de tout, que ce soit des produits non alimentaires, que ce soit, par exemple, des coffres à outils, ou que ce soit des produits en fait, pour le nettoyage. Donc, vous retrouvez de tout. Nos propres produits aussi, on a des produits boulangerie, la viande, on a aussi nos mets préparés, que c'est fabriqué sur place. Les nombres références de limité, donc on offre très peu de produits alimentaires, non alimentaires. Tout à l'heure, je vous mentionnais, on offre toutes les catégories de produits, mais par contre, vous ne pouvez pas retrouver plusieurs produits que vous connaissez. Par exemple, au niveau des yaourts, on va offrir peut-être 4 différentes sortes de yaourts, mais il n'y en aura pas plus. Et encore une fois, c'est toujours dans l'optique que c'est de réduire nos pertes, c'est de maximiser nos ventes et puis une meilleure rotation. On a des 3800 références, on a des 3300 références qui sont fixes, que vous allez retrouver d'une visite à l'autre. Mais on a 500 références qui sont ce que nous on appelle chasse au trésor. Et c'est ce qui fait parler beaucoup de Costco, des produits qui sont un peu inédits, spectaculaires ou un peu particuliers. Par exemple, lorsqu'on a ouvert le magasin, on avait notre mascotte Ted. Elle se détaillait à 199,99 $, donc elle est immense. C'est un gros ourson en peluche et qui a fait énormément parler de nous dans les réseaux sociaux. Et je vous cache pas, en 3 jours, il n'y avait plus de mascotte. Elle était partie. Par la suite, au niveau de nos vins, ben, c'est très qualitatif, c'est des marques. Et puis par la suite, on avait l'Arcade.
on avait je vous avoue, je sais pas, je ne vois pas de l'alcool. Donc, je ne sais pas si c'est du whisky, mais en fait, c'est qui se détaillait à 449,99. Des ensembles patios. Encore une fois, qui se sont très, très bien vendus. Des produits, je vous avoue, ce sont des produits qui étaient assez... qui offraient une très belle économie et qui sont partis relativement rapidement. Ça a été assez impressionnant. On a une maison de poupées, je vous avoue, on a de la difficulté à maintenir le stock. Encore une fois, c'est parce que l'offre doit être assez alléchante, intéressante. Des bijoux en diamant. Et pour l'ouverture du magasin, on avait un roadshow de sacs à main. Encore une fois, des sacs à main de marque. Et puis là, on avait un autre produit qui est un peu inédit, particulier. Ça, c'était une ouverture au Japon. On avait un lustre Swarovski. Et un Monte Carlo, un cristal vodka aussi. Encore là, ce sont des produits qui sont assez spectaculaires, que vous n'allez pas nécessairement retrouver, mais qui font parler de nous au niveau des médias. On avait aussi un four à pizza. Ça, c'était au Japon, pour l'ouverture d'un de nos magasins. Et puis, on avait aussi les pianos à queue. Et voilà. Merci Christine, je vais revenir sur ce que des chasses au trésor. Moi, ça fait 20 ans que j'analyse Costco, je fais beaucoup d'ethnographie dans les magasins, c'est des méthodes qu'on utilise. Beaucoup en Amérique du Nord, on en parlait, j'ai travaillé au Canada. Costco, pour moi, ça a été un terrain de jeu extraordinaire. Et véritablement, il y a eu ce matin une thèse qui a été primée sur l'expérience. Et l'expérience, pour reprendre le shopping au plan théorique, c'est un élément, c'est une projection dans des imaginaires avec une mode spécifique, réenchantant, avec une modification substantielle des états émotionnels et des perceptions. C'est les bases de l'expérience, la définition d'un groupe de Finzer 96, etc. Et vraiment, en ethnographie, je veux dire que partout en Amérique du Nord, parce que c'est principalement là, au Canada et aux États-Unis, que j'ai étudié des magasins Costco, les gens rentrent, effectivement, avec leur chariot, voilà, il y a les palettes, les racks, etc. Et puis, progressivement, mais assez rapidement, et évidemment avec les produits chasse au trésor, mais aussi avec le reste, avec les démonstrations, il y a cette espèce de modification d'état émotionnel, et on les voit quasiment dans des états, je vais utiliser le mot de transe, mais c'est pas loin d'être ça, et je dois même dire que j'ai emmené dans des retail safari des dirigeants de grandes enseignes, y compris d'enseignes du coin, de la région, etc., pour travailler, pour échanger avec les dirigeants de Costco. On n'était pas du tout dans une logique de type achat. Et en même temps, les dirigeants de Costco disant bon, mais au fait, on vous a prévu des coupons pour la journée, des vouchers pour la journée, puis il faut quand même pas. Oh, bah oui, et puis on va faire le tour du magasin. Et là, j'ai vu, et j'ai dans mon ordinateur des photos qui valent très cher, des comités de direction de très grands groupes, d'enseignes dont je tairai le nom, des triangles verts, des petites lettres, etc. Mais des enfants, et heureusement que Costco vendait aussi des valises. Parce qu'il a pour ramener des choses. Alors, je reviens à cette idée de chasse au trésor, qui d'ailleurs, de cette façon, va nous ramener aussi du côté d'Alibaba. Je voulais savoir si, alors évidemment, ce type de concept en France était peu connu. C'est-à-dire qu'on avait une logique beaucoup plus linéaire, voire c'est un peu affadi, voire bureaucratisé. Alain l'a montré ce matin. Est-ce que le fait que vente privée ait ouvert la catégorie en France, que finalement le premier acteur un peu dans l'histoire de retail français, a joué sur la chasse au trésor avec des rotations assez fréquentes et un effet de modification des états émotionnels très très fort, en disant je peux me payer les grands crus classés de Saint-Émilion à des prix beaucoup plus bas, ou un piano Steinway, peut-être c'est l'exception, mais des choses très originales, moins chères, dans un environnement quand même très particulier. Est-ce que vous avez le sentiment ou pas que vous avez bénéficié de cette ouverture de la catégorie par un autre acteur, même s'il est digital, ou est-ce qu'au contraire, finalement, c'est une sorte de structure anthropologique qu'il y a en chacun de nous et qu'il suffit de la révéler pour qu'elle se mette en marche? Une question. Vous savez, ce qu'on offre en fait comme produit de chasse au trésor, c'est pas nécessairement ce qu'on va retrouver vente privée. Et puis le principe de marque, je crois que dans tous les marchés où nous on s'est installés, les gens apprécient les marques et les gens apprécient la qualité. Donc ce qu'on fait et des ventes privées, bon, il n'y a peut-être pas ce concept vente privée exactement au Canada, aux États-Unis, mais néanmoins il y a quelque chose quand même qui est similaire.
nous, ce qu'on a plutôt constaté, c'est que la chasse au trésor fait parler de Costco. C'est des produits qui sont un peu inédits et qui fait en sorte que l'expérience de shopping, elle devient très intéressante. Et donc, au lieu que ce soit un shopping qui est en ligne, c'est plutôt un shopping que vous allez dans un magasin et que vous allez voir un peu des produits qui sont un peu inédits. Mais l'ouverture, c'est indépendant. En fait, c'est tout à fait indépendant. C'est une mécanique qui réveille les gens. Alors l'autre question que j'avais sur un peu la continuité, moi ce qui m'avait frappé en Amérique du Nord, c'est le caractère tribal. C'est-à-dire qu'une fois que les gens connaissaient Costco et avaient vécu cette expérience extrêmement forte, émotionnelle, en revenant avec des produits incroyables pour des prix quand même très abordables, dans un environnement un peu effectivement chasse au trésor, j'allais dire caverne d'Alibaba, non, pas bien tout à l'heure. Et alors après ils ont parlé aux autres, ils disaient ah oui, mais t'as vu ça où? Mais écoute, je t'assure, et ça crée cette diffusion dont vous avez parlé. Est-ce que vous retrouvez cette même logique tribale de diffusion de l'attractivité pour l'enseigne en France, comme elle existe en Amérique du Nord? Il est évident, c'est ce qui fait parler de nous. Ce sont des produits qui sont un peu inédits, des produits que vous ne retrouvez pas partout. Et oui, évidemment, ça fait quoi? Ça fait quelques semaines qu'on est ouvert. Évidemment, on a déjà un Facebook qui a été créé là pour des réseaux plutôt fermés. Et évidemment, à chaque fois que ce réseau se trouve un produit qui est un peu exceptionnel, ben, le partage aux autres membres. Et c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas nécessairement de contrôle sur ce qui se communique, mais néanmoins, on est quand même intéressé. C'est une façon pour nous de voir l'intérêt. Effectivement, c'est ce qui fait parler de nous. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est qu'on a des frais de publicité très très peu. Donc c'est une façon pour nous de faire connaître notre concept, de faire parler de qui on est. Et il y a même des commentaires qui disent « Ah écoute, je l'ai vu, il faut que tu y ailles. Non, non, mais je demeure trop loin. Ah ben laisse-moi. » Et ça, c'est tout à travers le réseau. Et puis c'est assez intéressant de voir ça. Ben je vais tout simplement te l'envoyer par envoi postal. Donc c'est assez intéressant de voir quand même les commentaires en si peu de temps. Et donc notre percée va être vraiment de continuer à faire cette chasse au trésor, faire parler de nous. Et puis une fois qu'on est en magasin, évidemment, vous l'avez mentionné tout à l'heure, le parcours client, et je ne l'ai pas mentionné dans la présentation, mais on a aussi des démonstrations de produits. Donc ça aussi, ça fait pour beaucoup parler de chez Costco parce qu'on fait goûter nos produits. Des fois, on a des MDD. Bon, évidemment, on veut faire parler de notre marque, qui est Kirkland Signature, qui est quand même une marque de très haute qualité. Mais des fois, bon, évidemment, il y a des produits qui sont américains. Bon, on a 25% de nos produits qui sont américains. Donc, il y a toutes sortes de façons de faire parler de nous, et puis par les réseaux sociaux, et puis par les chasses au trésor, tout à fait. C'est la façon et c'est pourquoi que les gens connaissent Costco. Oui, mais vous avez donné un élément de réponse, mais effectivement, ma question, c'était comment vous arrivez, avec peu de communication, puisqu'on en a finalement entendu assez peu parler, comment vous arrivez à faire venir les gens aussi massivement, et puis à les inciter à rentrer, parce que contrairement à ce qu'on retrouve dans... une tendance qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, on abolit les frontières physiques entre le devant du magasin et l'intérieur du magasin. Il y a des vitrines qui tombent. Chez vous, c'est fermé. On arrive... On se dit, on va aller voir, on va aller faire un tour, et puis si ça nous intéresse, on prendra la carte, mais on ne peut pas rentrer quand on n'a pas la carte. Quand on regarde la queue pour aller adhérer et payer ses 36 €, on se dit, mais je ne vais pas faire la queue, et puis finalement, puisqu'on est là, on va le faire. Alors moi, j'ai fait le test, puisqu'on est allé se promener avec Valérie la semaine dernière, toutes les deux. Je suis arrivée une demi-heure avant elle, et puis je me suis dit, je vais l'attendre, puisqu'on peut rentrer à deux avec une carte. Mais vous n'avez rien acheté apparemment. Alors, pour la petite histoire, on est arrivé, on avait moi, mes placards et frigos pleins, et absolument l'intention de ne rien acheter du tout. Valérie avait un peu de course à faire. Moi, je suis sortie avec 300 € de tickets, et Valérie... Je le dis pas. Et Valérie, beaucoup plus que moi. Et on s'est regardé et on s'est dit, mais comment ils ont réussi à faire ça? Donc, dites-nous comment vous réussissez. On a une petite idée, mais c'est assez incroyable. Oh là là. Bon, effectivement. Effectivement, c'est quand on a... il est tout à fait vrai, ça a été un vrai challenge pour nous de faire connaître notre marque, parce que d'une part, on n'a pas énormément communiqué. Néanmoins, et ça c'est aussi avec l'expérience dans chaque marché. Nous, quand on décide de s'installer dans un pays, on ne recherche pas nécessairement le résultat à court terme, on cherche un résultat aussi à beaucoup plus long terme.
Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on est deuxième détaillant plus grand mondial, vous allez voir qu'on n'est pas installé dans plusieurs pays, on pourrait, mais néanmoins quand on décide de s'installer dans un pays, on décide de bien le faire. On aurait pu avoir 2, 3, 4, 5 projets en cours, néanmoins on l'a pas fait, on a juste vu bon. Pourquoi? Parce qu'on veut bien faire les choses. On veut aussi, je veux dire, déjà ouvrir un magasin, c'est énormément de boulot, c'est des nouveaux collaborateurs. Il faut séduire nos membres. Il faut que ces membres viennent, même si c'est très peu, que ce soit 10 000, 20 000. On n'avait pas, évidemment, Gary l'avait mentionné, mon objectif, ça serait d'avoir 50 000 membres. Néanmoins, avec le peu de publicité qu'on fait, c'est un vrai challenge. Aujourd'hui, on a quand même 43 000 membres, on est content, on est très fiers. Comment on l'a fait? Je vous avoue, c'est pas nous qui l'avons nécessairement fait, la communication, c'est que c'est devenu tellement médiatisé à un certain moment que les gens étaient curieux. Et pour chaque ouverture de magasin, en fait, les gens s'intéressent, les gens veulent avoir du nouveau. Et c'était juste tout simplement un nouveau concept qui s'installait en France. Les gens, bon, évidemment, comme tout à l'heure je le mentionnais, on n'était que 10 000 membres, mais néanmoins, très rapidement, on avait 1000 adhésions pratiquement tous les jours. Et donc c'était assez difficile, je pense, les 3 premiers jours, on avait 2000 adhésions par jour, et par la suite, bon, ça réduit, mais quand même, je vous avoue que ça a été assez sollicité au début. Mais comme, encore une fois, on a beaucoup de reportages, beaucoup de personnes s'intéressent encore au concept. Nous, évidemment, il fallait aussi faire très attention dans notre communication parce qu'évidemment, c'est un concept américain. On veut quand même laisser l'image qu'on est quand même bien adapté par rapport au marché français. Un des commentaires qu'on reçoit aussi beaucoup, c'est j'aimerais ça retrouver un peu plus d'étrangers, des produits un peu plus américains. Donc les gens s'intéressent, on est quand même relativement aussi surpris de tout ça. En même temps, oui et non, mais ce sont les commentaires que les gens, ils veulent du nouveau, ils veulent voir, ils veulent pas avoir du pareil au même. Et donc c'est comme ça qu'on essaye aussi de séduire. Comment on fait? En fait, notre objectif, c'est pas nécessairement, en fait, oui, c'est de faire des revenus au bout de la ligne, mais c'est parce que les gens s'intéressent, c'est beaucoup de catégories de produits, des produits très, que vous n'allez pas nécessairement retrouver ailleurs. Et donc c'est ça qui fait que les gens viennent, vous passez par exemple, vous allez acheter un produit alimentaire, des bouteilles d'eau, par exemple, je vous donne des bouteilles d'eau, on les vend en une caisse de 40 bouteilles 50 CL à 3,99. Donc évidemment, c'est une belle aubaine. Mais néanmoins, vous allez aussi retrouver des jeans Levi's à 39,99 ou 44,99. Vous allez retrouver, par exemple, d'autres produits aussi qui sont assez exceptionnels. Et puis par la suite, que vous avez quand même peur de ne pas retrouver à votre prochaine visite. Évidemment, on a des valises Samsonite qui se sont vendues, en train de le dire, on n'en a plus, on a de la difficulté à maintenir certains stocks. Donc, je peux vous dire que dans les produits non alimentaires, qui sont des produits où, évidemment, vous allez retrouver des économies de 30, 40, 50% à même aller, évidemment, les gens ils veulent avoir la nouveauté, et nous, c'est sûr, ça fait partie de notre concept. C'est comme ça aussi qu'on séduit, le membre. C'est pas nécessairement des fois, bon, évidemment, il y a des achats impulsifs, mais c'est comme ça. Juste avant de passer la parole à la salle, comme ça on va faire des interactions par intervenant et par invité. Juste pour dire, c'est intéressant de voir à quel point c'est un autre concept que Sam's Club, qui est le concept un peu du même type, même si à mon avis c'est pas du tout la même chose, de Walmart, est beaucoup moins performant que Costco. Comme quoi, on n'est pas, c'est vraiment, c'est pas ce qu'on est Walmart qu'on va savoir faire, ce que vous savez faire du club entrepôt expérientiel, etc. Il est temps de passer la parole à la salle, donc vous avez, si vous avez des commentaires, des questions, ils sont ô combien les bienvenus. Tout ce que vous avez voulu savoir pour Costco. Alors parlez fort, parce que vous avez une voix qui porte, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, parce que je suis un peu comme quelqu'un, comme un client qui rentre à Costco et qui veut faire la chasse au trésor. Donc moi j'ai bien envie de dépisser ce concept qui est nouveau. Et il y a plein de choses qui m'intéressent. Alors vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une carte d'adhésion et vous remettez une deuxième carte. C'est quoi le principe de la deuxième carte? Et dans la suite par rapport à la carte, est-ce que vous avez déjà observé des sortes de dérives? Par exemple, je suppose que quelqu'un qui a une carte de membre, il peut la passer à un voisin et puis régulièrement venir faire des choses dans votre magasin, alors que c'est même là la clé de votre bénéfice, de votre... Comment vous faites pour parer à cette éventuelle dérive? Bon, lorsque vous adhérez chez Costco, évidemment, on demande des pièces d'identité. Bon, il est possible que si vous la passez la photo, elle n'est pas nécessairement la plus claire, mais néanmoins, on a aussi une obligation, nous, de vérifier votre mode de paiement. Ça fait partie des réglementations au niveau de la CB. Donc, en fait, de toute façon, vous pouvez faire du shopping avec 2 invités. Donc, quand vous avez une carte d'adhésion, mais ces invités ne peuvent pas nécessairement payer. Donc, vous devez payer.
Par la suite, tout à l'heure, vous mentionnez concernant la deuxième carte, c'est une personne qui réside sous le même toit. À l'heure où, depuis ce matin, on parle beaucoup d'omnicanal, avec voilà, notamment les enseignes françaises qui essaient de vraiment optimiser leur stratégie omnicanal pour faire face notamment aux géants dont je vais faire le nom ici. Est-ce que vous avez quelle est la stratégie omnicanal Est-ce que vous avez vraiment une stratégie omnicanal à Costco? Est-ce que le site web il est complémentaire, différent, c'est pour les search online, purchase offline, ou au contraire c'est plus complexe? Ok. Bon, notre raison d'être, c'est vraiment de faire amener les gens chez nous. Donc, c'est de faire vivre cette expérience de shopping. Évidemment, dans des marchés un peu plus installés, oui, on a le e-commerce, mais le e-commerce, il est complémentaire. Vous allez très souvent ne pas retrouver les mêmes produits que vous retrouvez en magasin. On a justement étudié avec des collègues de Toulouse vente privée et on met vraiment en valeur quand on étudie vente privée qu'il y a des comportements d'achat impulsifs répétés avec des personnes qui n'arrivent pas à se contrôler, donc ce qui peut les mettre en danger financièrement. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, vous adoptez à peu près le même modèle. Je me demandais comment vous travaillez sur cet aspect-là, l'aspect achat impulsif, achat compulsif, le fait d'éventuellement mettre en danger certains consommateurs, donc en fait cet aspect un peu éthique. Et je me posais aussi la question, ce qu'a abordé le monsieur, des comportements déviants, parce que justement sur vente privée, on a aussi après étudié avec Pauline Groupon, on a fait exactement le même type de comportement. Il y a des comportements qui sont déviants, notamment sur vente privée, des personnes qui achètent des produits en masse et qui ensuite les revendent sur eBay. Donc voilà, je me demandais comment vous faisiez. C'est juste une remarque pour la deuxième, parce que je ne sais pas comment vous pouvez le contrôler. Mais sur la première, je trouve qu'il y a vraiment un aspect éthique qui peut apparaître selon le type de produit que vous vendez, qui ne sont pas forcément de première nécessité. Vous savez, quand tout à l'heure je mentionnais la chasse au trésor, évidemment il y a des produits que vous allez voir là, qui a quand même une valeur très, très élevée. Ça peut être c'est pas nécessairement des achats qui sont impulsifs, parce qu'on ne détient pas énormément de quantité. On va parler une quantité ou deux quantités. C'est vraiment ce qui va faire parler de nous, d'un wow. Donc, les produits que nous, on vend, en tout cas, ce sont des prix qui sont hyper intéressants pour un consommateur. Quand tout à l'heure, je vous mentionnais un jeans Levi's à 44,99, en fait, c'est si vous avez un besoin d'un jeans, c'est une façon pour vous de faire une économie. Donc, je veux dire, d'un point de vue moyenne au panier, je veux dire, c'est pas, on est quand même on est dans les 117 ici en France. Donc, on n'a pas nécessairement, je veux dire, on essaie d'être responsable, mais en même temps, c'est un peu difficile aussi de contrôler les impulsivités au niveau d'un consommateur. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment d'offrir la meilleure qualité de produit au meilleur prix possible. Je veux juste rassurer le jeune homme, effectivement, il y a des systèmes de covoiturage entre citoyens du même quartier pour partager, en fait, des frais de carte, par exemple, pour être une bonne consommatrice à Montréal. J'avais justement en fait une question. Vous disiez que vous aviez 89 millions de porteurs de cartes et accès forcément aux historiques d'achat. Je parle en tant que client, j'ai jamais reçu une seule offre personnalisée de la part de Costco. On ne fait pas nécessairement des offres personnalisées. Quand on fait une offre qui est plutôt pour tous nos membres qui veulent bénéficier. La base de données, ce n'est pas nécessairement pour... et ça, c'est un vrai challenge qu'on a, mais on n'utilise pas cette base pour analyser les comportements des consommateurs. C'est pas ce qu'on fait. En fait, on utilise cette base de données pour être capable de, si par exemple on a un rappel de produit, d'être capable de, par exemple, vous envoyer un mail ou de vous appeler directement. Donc, c'est plutôt pour un service après-vente. Et puis aussi, l'autre côté, c'est surtout si vous avez perdu votre ticket de caisse, nous, on est capable de retrouver vos achats. C'est encore une fois pour être capable de vous rembourser. Nous, par exemple, si vous avez perdu un ticket et vous avez un grille-pain qui ne fonctionne plus au bout d'un an, ben, vous avez nécessairement peut-être plus le ticket de caisse. Donc, si vous le ramenez chez nous, ben, le produit, il est garanti. Donc, on vous rembourse la totalité du montant parce qu'on est capable de retrouver le ticket d'achat. Merci. Cher Sébastien, allez, Seb, commençons par
des évolutions. Alors, il paraît qu'on voit rien au slide, mais c'est pas grave, parce que je vais essayer de vous expliquer en fait ce qu'il y a dessus. Ah, c'est mieux là. En 2016, donc l'année dernière, Alibaba est devenu le premier retailer au monde, devant Walmart. Donc désolé, Costco doit être troisième. Et c'est en volume d'affaires générées. Peut-être. Donc c'était un moment important quand même dans l'histoire de l'entreprise, même si on n'a pas forcément célébré. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Notamment, moi, ce qui m'a bluffé, c'est de me dire que donc Walmart, comme vous le voyez sur le graphe, si vous voyez la slide, était complètement flat en termes de croissance depuis plusieurs années. Nous, on est en croissance assez phénoménale, parce qu'on a 30 et 50% de croissance annuelle chaque trimestre. Donc non seulement on est premier maintenant, mais à chaque trimestre, ça s'accélère. Et là où il a fallu 53 ans à Walmart pour atteindre le seuil des 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires, nous, il nous en a fallu 13. Et alors, en fait, ce que je voulais faire, c'était vous expliquer les trois, enfin selon moi en tout cas, les trois grandes raisons en fait qui ont expliqué la vitesse à laquelle on a pu se développer. Et puis après, parler un peu de nous, notre vision qu'on a de ce que va devenir la distribution dans le futur, en France peut-être, ailleurs aussi, en se concentrant beaucoup sur le marché chinois, parce que c'est ce qu'on connaît. Mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de leçons à prendre dans ce qui se passe en Chine pour tous les marchés américains et européens et autres. Donc, en ce qui concerne les trois facteurs qui sont les plus importants à mon sens pour définir la croissance incroyable d'Alibaba, le premier, c'est le marché chinois. Le volume qu'il représente forcément, mais pas que. Donc aujourd'hui, nous sur nos plateformes, on a 500 millions d'acheteurs. Il y a 750 millions d'acheteurs en e-commerce en Chine. C'est le premier marché de e-commerce mondial de loin. C'est plus gros que les US et l'Angleterre réunis. Mais en fait, moi, ce que je trouve plus intéressant que ça encore, c'est qu'il n'y a que la moitié de la population qui est en ligne. Donc, il y a 500 millions d'acheteurs sur notre plateforme, 750 millions d'acheteurs en e-commerce, mais la moitié des gens n'ont pas encore Internet. Et la seconde chose, c'est que c'est leur propension, en fait, la propension qu'ont les consommateurs chinois à acheter en ligne. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le marché de l'e-commerce en Chine, c'est à peu près 17% du retail, 17% de la distribution, alors qu'en Occident, aux US, en France, c'est aux alentours de 7. Donc c'est plus du double, avec seulement la moitié de la population en ligne. Donc en fait, c'est le quadruple, quoi. Ça veut dire qu'un consommateur chinois, en fait, il est 4 fois plus susceptible d'acheter en ligne qu'un consommateur occidental. Donc ça, c'est très important. Et ça m'amène en fait à la deuxième raison qui nous a permis en fait de nous développer à mon sens aussi rapidement, c'est la fluidité des paiements. Et ça, on n'y pense pas forcément, mais moi, quand je suis en France maintenant, j'ai l'impression d'être à l'âge de pierre. Et aux États-Unis aussi. Hein. Donc c'est pas spécifique à la France. Parce qu'en Chine, aujourd'hui, un consommateur, il se lève le matin, il part avec 2 téléphones mobiles ou avec un téléphone mobile et un power bank parce qu'il a besoin d'avoir que son téléphone soit avec lui tout le temps et qu'il ait de la batterie. Ça, c'est un problème qu'on a tous, mais eux encore plus. Parce qu'en fait, il achète tout avec son téléphone. Donc il va acheter son café le matin avec son téléphone, il va payer son déjeuner avec son téléphone, il va prendre son taxi avec son téléphone, il va payer son loyer avec son téléphone, il va donner de l'argent qu'il doit à ses amis avec son téléphone, etc. Même les mendiants, maintenant. Voilà. Peut-être même les mendiants. Et donc ça veut dire que le paiement n'est jamais un frein à l'achat. Jamais. Alors que, et en plus, c'est un paiement qui se fait en un clic, un scan de QR code ou un swipe. Alors que nous, quand on se lève le matin, il faut qu'on ait 2 € dans la poche si on va acheter le journal, ou si vous achetez encore le journal, ou une baguette. Il faut, quand vous êtes dans un magasin, vous pouvez vous dire, est-ce que je vais atteindre le seuil de 10 € pour pouvoir payer avec ma carte bancaire. Le nombre de fois où je suis sorti d'un magasin, parce qu'en fait, j'avais pas assez à acheter, en fait, donc, le magasin a perdu 6 € parce qu'il n'acceptait pas la carte en dessous de 10. Enfin, c'est hallucinant quand on y pense, quoi. Et la troisième chose, c'est en ligne. Et en ligne, c'est encore pire que tout. Donc, quand on parle du online, on dit, ouais, c'est fluidité, c'est facile et tout. Désolé, mais quand je suis sur mon téléphone mobile, si je veux acheter et ça m'est encore arrivé aujourd'hui sur le site d'Eurostar,
de devoir rentrer 16 numéros de ma carte bancaire, les 4 numéros de la date d'expiration, les 3 numéros du code de sécurité, d'avoir la BNP qui m'envoie un SMS. J'ai la chance de le recevoir, mais si j'ai pas de réseau, je reçois pas avec 6 codes. Ça fait 29 chiffres à rentrer, quoi. 29 chiffres, c'est 20, mais c'est dingue, c'est 29 freins à l'achat. C'est 29 fois où la personne me dit non, achète pas, dépense pas 200 € sur mon site. Enfin, c'est juste dingue. Alors ça, non mais moi je trouve ça fou. Mais bon, voilà. Donc ça, alors après, il faut être juste aussi. La raison pour laquelle la Chine a réussi à développer, parce que donc nous on a une solution de paiement qui s'appelle Alipay, qui est utilisée par 500 millions d'utilisateurs, qui font tout avec. C'est pas la seule solution de paiement qui existe, mais c'est le leader. Et ce qu'il faut voir, c'est que nous, quand on s'est lancé, c'était il y a 8 ans, il y avait très peu d'infrastructures existantes en Chine. Donc en fait, les banques, elles étaient assez contentes qu'on se lance sur le marché parce que ça leur évitait de devoir créer l'infrastructure, d'ouvrir des nouvelles agences, d'installer des distributeurs de billets, parce que mais chaque compte Alipay est quand même lié à un compte bancaire, c'est-à-dire que les banques gardaient un rôle à jouer dans l'écosystème financier. Alors que nous, ici, en France, aux États-Unis, les banques, elles voient leur réseau de détail comme étant leur force numéro 1, et donc ils essaient de la défendre. Et ils la défendent en faisant en sorte que les paiements électroniques se développent le plus lentement possible pour pouvoir vraiment protéger en fait l'environnement, ce qui est compréhensible. J'ai un dernier exemple là-dessus, parce que je suis assez passionné sur le sujet. J'ai un de mes amis qui travaillait avec moi chez Google, et un jeune, brillant, qui a quitté Google à 28 ans pour monter l'équivalent de Stripe. Je ne sais pas si vous connaissez Stripe, c'est une start-up américaine qui permet en fait à n'importe quel terminal téléphonique de devenir un terminal bancaire. Donc en fait, vous branchez sur votre port un petit bout de plastique, et après vous pouvez prendre un paiement bancaire. Donc lui, il a voulu développer la même chose pour la France, il a développé la technologie, elle fonctionnait, et il est allé à la Banque de France, enfin aller voir les différentes institutions pour avoir le OK pour lancer le produit, qui technologiquement fonctionnait. Et en fait, on lui a dit, OK, mais par contre, il faut qu'à chaque fois que quelqu'un l'utilise, l'utilisateur remette son numéro de carte bancaire et sa date d'expiration, etc. Il a dit, ça sert à rien, si je suis dans un taxi et que je veux payer avec ma carte de crédit, je vais pouvoir faire ça et sortir et recevoir le reçu sur mon adresse email. Et il va dire, non, c'est obligé, il faut faire comme ça. Et donc, résultat, c'est son produit. Il a pivoté, il l'a lancé, maintenant il le fait en B2B et ça fonctionne encore, mais il n'a pas pu lancer. Moi, d'un point de vue consommateur, aujourd'hui, en tout cas, on freine ce développement-là. Donc nous, je pense en Chine, ce qui nous a énormément aidé, c'est ça. Et la troisième chose, c'est le consommateur chinois. Ça, c'est le consommateur chinois, je crois que ça doit être en 1970, on voit pas très bien. Ça, c'est le consommateur chinois aujourd'hui. Donc la transformation, mais ça, c'est vraiment intéressant, parce que c'est une transformation qui s'est faite en très très peu de temps, c'est en une génération. Donc on est passé d'une génération où les parents achetaient zéro marque, achetaient que des produits en vrac sur les marchés, achetaient des chemises sans logo, sans rien, à une génération de jeunes, puisque c'est complètement drivé par les jeunes, par les moins de 30 ans, qui sont obsédés par les marques. Alors quand on parlait tout à l'heure d'éthique, d'achat compulsif et autres, ils ont tout à fait ce problème-là. Et d'ailleurs la Chine est assez endettée, ça doit être un problème à terme. Mais en tout cas, il y a une révolution dans le commerce. Mais ce qui est super intéressant dans cette révolution, à mon sens, c'est qu'elle crée un cercle vertueux vis-à-vis des marques et vis-à-vis des distributeurs. Parce que comme ils sont avides de nouveaux produits, de nouveautés, ça nous force, nous distributeurs, et marques également, à toujours être dans l'innovation, toujours lancer des nouveaux produits, toujours trouver des nouveaux moyens d'engager, de créer la relation avec le consommateur chinois. Donc en fait, c'est une très très bonne chose, ce consommateur qui est complètement différent et qui est très exigeant, très exigeant. Quand on pense à Alibaba, je pense qu'on pense souvent, enfin moi ce que j'entends souvent, c'est c'est l'Amazon chinois ou c'est l'eBay chinois. Mais c'est pas que ça. C'est plein d'autres galaxies sur lesquelles on est présent, notamment le paiement, comme je viens d'en parler, ce qui est très important, mais aussi tout ce qui est divertissement. Donc Alibaba détient le YouTube chinois qui s'appelle Youku, détient le Twitter chinois qui s'appelle Weibo, détient l'équivalent du Google Maps chinois qui s'appelle UCWeb, qui est un browser qui s'appelle UCWeb, et à l'intérieur de ce browser il y a un logiciel de navigation qui permet de naviguer, des services de streaming, vidéo et musique. Le B2B qui est très important. Ouais, alors le B2B, mais le B2B pour le coup je le mettrais dans la partie commerce. Moi je parle plus du divertissement et autres, et le B2B qui était
le produit de base, hein, c'est ce qu'on a lancé en premier en 99. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que ça veut dire qu'on a des signaux à tous les moments de vie en fait d'un internaute ou d'un utilisateur. C'est-à-dire que quand il est dans une logique de recherche de produits, il va utiliser Taobao. Quand il achète sur nos plateformes. Tout ce qu'il fait en paiement, on le voit aussi. Quand il se déplace, on le voit aussi. Quand il regarde une vidéo, on le voit aussi. Et en fait, tous ces signaux, ils existent aussi en Occident, mais ils sont complètement fragmentés parce qu'ils sont sur plein de plateformes différentes. Et moi, par exemple, mon identité sur Twitter, c'est pas la même identité que j'ai sur Facebook, et c'est pas la même identité que j'ai sur Google. Et quand je vais chercher sur Google, je peux aussi chercher en étant personne. Je n'ai pas obligé d'avoir un login pour faire une recherche sur Google. Donc Google va avoir de l'information, mais va pas savoir d'où elle provient, si elle provient d'un homme, d'une femme ou autre. Alors que nous, on a une chance assez incroyable, c'est que pour créer un compte sur Alipay notamment et sur Alibaba en général, il faut utiliser sa carte d'identité nationale. Donc ça veut dire qu'on sait que la personne qui fait quoi que ce soit sur nos plateformes s'appelle Wang Ning, qu'il a 34 ans et qu'il habite à Shenzhen. Et quand il déménage, on le sait aussi. Alors c'est un peu flippant, mais c'est comme ça. Et en tout cas, ce qui est sûr, vous n'êtes pas chinois, donc c'est pas grave. Ouais, c'est ce que dit le patron qu'on a rencontré du parti du commerce au parti communiste chinois, en disant, je lui pose la question de privacy, etc. Et vous savez, notre conversation déjà depuis 3 heures est filmée, donc ça à côté, c'est rien. Alors, de toute façon, la réalité, c'est que si vous achetez sur Amazon, vous parliez tout à l'heure d'acheter chez Costco depuis hyper longtemps et que donc Costco a votre historique d'achat depuis 20 ans, voilà, c'est de la donnée aussi, et la logique, c'est de savoir ce qu'on fait de cette donnée, et est-ce qu'on donne de la valeur. Parce que nous, la donnée, c'est ce qu'on partage avec un e-commerçant ou ce qu'on partage avec une entreprise, mais en échange d'un service. Donc le sujet, il est vraiment là. Quelle est la valeur ajoutée de la donnée que je donne? Mais ça n'empêche que je ne pense pas que lorsqu'on a lancé l'entreprise, il y a 18 ans, on a fêté nos 18 ans il y a quelques semaines, on s'était dit, alors peut-être que si, parce que Jack Ma est une personne brillante et visionnaire, que la donnée serait le cœur de ce qu'il y a aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que la plus grande force et la chose qui nous distingue le plus par rapport à toutes les autres startups du monde, parce qu'on est une startup, surtout en France, c'est la donnée et la puissance et la profondeur des données qu'on a. Et alors, à l'aune de tout ça, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est posé la question justement de qu'est-ce qu'on peut faire de ces données-là. Et un des signaux qu'on a beaucoup vu justement, c'était que souvent, les consommateurs recherchaient des produits alors qu'ils étaient dans la rue, ils n'achetaient pas forcément en ligne ou ils ne les trouvaient pas forcément en ligne. Et donc, on s'est vraiment posé la question de où va le retail de demain et comment est-ce qu'on peut répondre en fait aux attentes de nos clients. Et alors, je n'étais pas là ce matin, mais j'ai entendu parler qu'il y avait beaucoup de conversations autour de l'omnicanal. Moi, pour moi, l'omnicanal, c'est super, mais c'est il y a 10 ans, quoi. C'est fini, quoi. L'omnicanal, c'est fait, il faut passer à autre chose. Et parce que l'omnicanal, c'est juste la complémentarité entre deux canaux, c'est pas très compliqué à faire et tout le monde le fait relativement bien. Pour nous, justement, le sujet, c'est s'affranchir des canaux. C'est de créer le retail de demain où on est complètement, où le canal, c'est agnostique, quoi. Peu importe le canal. Et on le teste de manière. Je vais vous donner 3 exemples de la manière dont on le teste. Donc la première manière qu'on a eu de le tester, c'était avec une enseigne qui s'appelle Suning, qui est l'équivalent de Fnac ou Darty en Chine. Donc on a fait un investissement assez massif dans cette entreprise qui ne nous appartient pas. Donc on ne contrôle pas l'entreprise, mais ça nous a permis de travailler main dans la main avec elle. Et la première chose qu'on a faite avec Suning, c'était dans un magasin classique, quand vous entriez, il y avait 30 000 références. Okay, ce qui est déjà assez important, mais c'est pas tout ce qu'on peut trouver. Et en fait, en branchant nos systèmes au leur, n'importe quel magasin Suning permettait en 24 heures d'avoir accès à 15 millions de produits. Donc on passe de 30 000 à 15 millions. Et quand on passe de 30 000 à 15 millions, le chiffre d'affaires, il explose de 236% le premier trimestre après qu'on l'ait mis en place. Okay, donc on s'est dit, waouh, il y a un truc là, il y a quelque chose qui se passe. Et comment est-ce qu'on peut aller plus loin peut-être dans la logique de lien et de créer quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existe. Donc le deuxième investissement qu'on a fait, c'est dans une entreprise qui s'appelle InTime, où là pour le coup, on a racheté cette chaîne. C'est une chaîne de centres commerciaux en Chine. C'est petit, il n'y en a que 29, donc c'est pas beaucoup, c'est plutôt haut de gamme. L'idée, c'est pas du tout de créer des magasins Alibaba où on vend je sais pas quel produit. On va
permettre à toutes les marques qui vendent déjà dans ces magasins de continuer à le faire, mais par contre l'idée c'est de créer le lien entre notre technologie, la technologie qu'on a développée, et ces points de vente. Alors, attention, 1984 revient, la logique elle est là, elle est que moi, si je suis client d'Alibaba, j'ai sur moi l'application Taobao. On parlait tout à l'heure de lien entre le commerce et le social. C'est une application qu'en moyenne les gens utilisent 7 fois par jour et passent une demi-heure par jour dessus. Une demi-heure et 7 fois par jour, c'est plutôt des chiffres de réseaux sociaux que des chiffres d'e-commerce. Parce que c'est en effet une plateforme sociale. Et en fait, vous pouvez, technologiquement en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est on peut créer un lien avec un magasin. Et si l'utilisateur accepte de partager la donnée avec une marque lambda, on va dire, je sais pas, Uniqlo, une fois qu'il rentre dans un magasin Uniqlo chez Intag, mais potentiellement ailleurs aussi, le vendeur verra Wanling qui vient de rentrer, est client depuis 2009, il a acheté ça, ça et ça. Là, sur les 3 dernières semaines, il recherche des pantalons kaki et sa taille c'est du 28. Et donc le vendeur peut aller voir Wanling et dire bonjour Wanling, les pantalons beige ils sont là, on a du 28 dans cette taille, dans ce modèle-là, ce modèle-là, ce modèle-là, et regarde, il y a ces super pulls qui vont avec. Ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est que, alors, c'est une fois de plus, c'est le consommateur qui choisit de partager ou pas la donnée avec la marque. La seconde chose, c'est que la nouvelle génération, et il n'y a pas qu'en Chine, a une relation avec la vie privée qui est très différente que la génération d'avant. Regardez ce qui est publié aujourd'hui sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, etc. Par rapport à ce qu'on publiait nous quand on avait 16 ans à savoir rien, c'est assez dingue. Et la troisième chose, c'est que quand on demande, et ça c'est pas nous qui l'avons demandé, hein, c'est des instituts de sondage chinois normaux aux consommateurs chinois, est-ce que vous aimeriez qu'on vous dise bonjour et qu'on vous appelle votre prénom quand vous rentrez dans un magasin? La majeure partie des gens disent oui. Donc le sujet c'est que nous là, on sait faire technologiquement, on sait faire avec des beacons et autres, partager cette information avec les enseignes. On va le tester, peut-être que les consommateurs détesteront ça et on passera à autre chose, mais l'idée, enfin, dans le retail du futur, c'est ça, c'est de tester et de pouvoir utiliser la technologie pour faire des liens. Et le troisième et dernier exemple, qui à mon sens est le plus abouti et qui en termes de aussi qui est très lié à la philosophie qu'on peut avoir du retail nous aujourd'hui, et ça peut être un débat très très long. Je pense qu'Olivier a des choses à dire là-dessus. C'est une enseigne qui s'appelle Hema, qui est un petit hippopotame bleu là que vous voyez, qu'on a créé il y a à peine un an. Il y en a une, qui est vraiment une enseigne qui appartient à Alibaba. Il y en a une vingtaine déjà qui est ouverte aujourd'hui dans les grandes villes chinoises, notamment à Shanghai, à Shenzhen, non il n'y a pas Shenzhen, Shanghai, Chengdu et Pékin, et bientôt à Hangzhou, qui est la ville où est notre siège et là où est né Jack Ma. Et alors, la particularité de ces magasins, c'est vraiment le lien entre le online et le offline. Si vous achetez des herbes fraîches, elles sont garanties du jour même. Il y a écrit jeudi dessus, et à la fin de la journée, elles sont revendues aux restaurants aux alentours qui les feront dans les plats qu'ils cuisineront. Vous pouvez acheter des légumes prédécoupés, tout en gros pour faire... Et parce qu'il y a aussi une révolution autour du bio et de manger sain, etc. en Chine. Tout ça peut être acheté chez Hema. Donc ça, vous pouvez l'acheter en ligne et vous êtes livré en 30 minutes chez vous. Et si jamais vous allez dans un des magasins, je pense que là, il y a... voilà. Donc là, ça c'est un exemple. Je suis désolé, on voit vraiment rien. Mais quand vous rentrez, sur la gauche, c'est très chinois, il y a des grands bacs avec dedans des homards, des crabes vivants, des poissons. Vous pouvez choisir, là on voit là des utilisateurs qui sont en train de les choisir, et ensuite vous allez les donner, parce qu'à l'intérieur, c'est des surfaces qui font à peu près 2000-3000 m², il y a des restaurants intégrés, et un chef va les prendre, les cuire devant vous, vous choisirez ce que vous voulez comme accompagnement. Pendant ce temps-là, vous pouvez aller dans les rayons qui sont très ouverts, un environnement très agréable, il n'y a quasiment pas de rayons, c'est comme un énorme open space, et prendre une bouteille de vin ou une bouteille de bière et autres, et après vous asseoir à une table, et là c'est la photo d'après, où là vous voyez le fondateur Jack Ma et Daniel Zhang en train justement de manger chez Hema leur déjeuner. Et la logique de ça, c'est que après, quand vous avez fini votre déjeuner, vous repartez avec votre litre de lait éventuellement et votre eau pour le lendemain. Vous pouvez retourner le samedi d'après avec votre famille, et il y a des cours de cuisine le samedi matin distillés par des chefs locaux. Et en fait, la logique c'est ça, c'est de dire, c'est un endroit de vie
autour de l'alimentaire. C'est pas juste un endroit où je rentre, je sors et j'achète des produits et je dois les ramener chez moi. Parce que la logique c'est super la logique de dire je rentre, je paye pas, etc. Tout est complètement automatisé. Ça empêche qu'il faut quand même que j'aille dans le magasin, il faut quand même que je ressorte, il faut que je le ramène chez moi. Donc nous, la logique, c'est de casser ces barrières-là. Et le concept marche très bien. Il y a vraiment une utilisation des deux canaux de manière, et on le voit hein, parce qu'on a des consommateurs, ils ne sont pas uniquement acheteurs en ligne, ils ne sont pas uniquement acheteurs en magasin, ils sont vraiment acheteurs des deux côtés. En fonction des villes et des endroits, c'est plus ou moins online, plus ou moins offline, mais c'est assez mixte en fonction de l'implantation. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'idée enfin 3 exemples de ce qu'on fait pour créer le retail de demain. Je vous laisserai juste sur une autre chose, parce que avant qu'on me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on est là ici? Pourquoi est-ce que moi je suis là en France? Parce que nous, notre vision du commerce de demain aussi, elle passe par un autre aspect, qui est les pays en voie de développement. Donc aujourd'hui, je suis sur la Chine. Nous, non, pas la France. C'est drôle. Non, la France est un pays développé, justement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus l'Asie du Sud-Est, sur lequel on a fait un gros investissement. On a racheté une entreprise qui s'appelle Lazada, qui est leader de l'e-commerce là-bas. C'est l'Inde. Donc l'Asie du Sud-Est, c'est un réservoir de 650 millions de clients potentiels. L'Indonésie, c'est le 4e pays le plus peuplé du monde, 250 millions d'habitants. Le PIB de l'Indonésie aujourd'hui, c'est l'équivalent de celui de la Chine en 2009. Et nous, 2009, c'est l'année où on a vu, c'était le point d'inflexion dans le développement de l'e-commerce là. Donc on se dit qu'on peut se positionner là où les choses vont se développer. L'Inde, ça va prendre du temps. Mais on a là aussi fait un gros investissement dans une entreprise qui s'appelle Paytm, qui est une solution de paiement un peu comme Alipay, où il y a déjà 160 millions d'utilisateurs. Et l'Inde, forcément, demain, 1,4 milliard de personnes, ça va être un réservoir de clients énorme. Et à terme, notre objectif, c'est de pouvoir connecter les marques des pays développés, comme la France, avec ces pays en voie de développement, et de pouvoir leur permettre de toucher 2 milliards de clients à terme. Donc là, aujourd'hui, on est à 500 millions. L'idée, c'est de passer à 2 milliards à terme, et pouvoir dire à n'importe quelle entreprise, française, ou américaine, ou autre, venez et touchez ces consommateurs qui recherchent vos produits, parce que dans cette logique de montée en gamme, dans la cosmétique par exemple, mais dans la mode aussi, un produit français c'est vu comme un produit de haute qualité, c'est comme ça que vous pouvez toucher. Donc pour moi, c'est une chance et c'est une opportunité formidable pour le commerce et pour les pays développés. Voilà. Merci de votre attention. Alors, 2 petites questions. La première, c'est mon dada habituel. Quelles sont vos relations au sens fonctionnel, technique, business, etc., avec l'autre grand opérateur du quotidien de la vie des Chinois, qui est WeChat? Non mais j'ai un coup. C'est notre concurrence, donc c'est compliqué. Je pense que c'est assez intéressant. On n'a pas vraiment de relation avec eux. Ce qui est intéressant, je pense, c'est en fait, si vous regardez il y a 10 ans, Apple, Amazon, Google et Facebook. Chacun avait un peu son précaré. Et quand vous regardez 10 ans après, ils font tous la même chose. Ils font tous du hardware, alors qu'avant, il y avait qu'Apple qui en faisait. Maintenant, Amazon a fait un téléphone, Google fait un téléphone. Enfin, Facebook, on n'a pas encore fait, mais ça tardera probablement pas. Ils font tous du paiement. Enfin, la logique du online, ce qui est à la fois extraordinaire, parce que c'est une vraie liberté, et c'est aussi, ça complexifie énormément les choses, c'est que les frontières sont hyper floues. Donc, WeChat s'est lancé au départ comme étant une plateforme sociale. Nous, on s'est lancé au départ comme étant une plateforme de commerce. Et en fait, eux, ils se mettent à faire du commerce et nous, on se met à faire du social. Donc en fait, on se marche sur nos plateformes. Mais c'est quelque chose de très positif parce que la concurrence, ça permet aussi et ça développe aussi l'innovation. Donc moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et alors, on parlait tout à l'heure d'achat impulsif, etc. Est-ce que tu peux nous dire un mot du single day dans lequel, évidemment, Alibaba joue un rôle considérable et qui est un que vous avez créé avec, en plus, une cohérence qui, je dirais, de l'État, qui est très intéressante aussi. Nous, on a eu des échos très intéressants du point de vue de l'État en disant le single day, c'est un jour de carnaval, un peu où les gens peuvent se lâcher et autres. Tu nous parles un peu du single day? En fait, le single day, ça a été inventé par des étudiants chinois à la fin, je crois, des années 80, d'une étude qui était, la logique, c'était de dire, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'il faut qu'on soit triste, et donc il faut un jour, ça fait rire des gens, c'est marrant.
un jour pour célébrer le fait d'être célibataire. C'est le 11-11. Le 11 novembre, c'est 1-1-1-1. C'est beaucoup de singles. Voilà, on hypertrophie le 1. Voilà, c'est une autre signification en France et en Allemagne, mais bon. En Chine, en tout cas, c'est 1-1-1 en effet. Et on a lancé, je crois que c'était il y a 8 ans ou il y a 9 ans, la première édition, une journée de shopping qui commence à minuit, qui se termine à 11h59. Où en fait toutes les marques se positionnent de manière hyper agressive en faisant des promotions absolument incroyables. Et au début ça a marché, pas un peu, puis en fait ça a pris des proportions complètement hallucinantes, à savoir que l'année dernière le jour Symbiosé, on a fait 17,8 milliards de dollars de transactions, c'est plus que le chiffre d'affaires d'Auchan annuel, pareil, en une journée. C'est pas de l'arrogance, hein, c'est juste pour copier. Non, c'est un vrai phénomène socio-économique à réaliser. Et juste pour se donner un ordre de grandeur. Et voilà, et puis en effet, c'est devenu comme une sorte de... c'est un vrai événement qui paralyse aussi complètement le commerce en Chine, notamment les réseaux logistiques et autres, parce qu'une fois qu'il y a 17,8 milliards de produits qui ont été achetés, il faut quand même les expédier partout dans le pays. Et puis même les marques, en fait, c'est vraiment une ligne de mire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marques, quand elles vont lancer des produits, où elles pensent vraiment à cette journée-là, elles se préparent 6 mois en avance. Enfin, nous, on le voit avec mes équipes. Toutes les marques qu'on a amenées là, sur les plateformes en Chine, depuis juin, ils travaillent sur cette journée pour être sûr qu'ils ont assez de stock. Parce que c'est pas juste, ça commence à minuit, c'est toutes les heures, il y a des nouvelles promotions. Donc l'idée, c'est que je dois faire une sorte de forecast de ce que je vais faire pendant 24 heures, sachant que je ne sais pas ce qui va se passer pour la première heure, et donc il faut définir tous les scénarios. Donc si dans les 10 premières minutes, je vends tous les produits que je pensais vendre sur la première heure, qu'est-ce que je fais derrière? Donc c'est assez complexe, et ce qui est hyper marrant, et moi ce que j'ai pas encore vécu, j'y étais l'année dernière, mais ce que j'ai pas vécu, ce que j'aimerais vivre, en fait, c'est à l'intérieur même du produit, enfin chez une marque, plutôt que moi je vais au gala avec Jack Ma, etc., ce qui est assez marrant aussi. Mais ce qui est super, ce qui doit être incroyable, c'est le cœur du réacteur et le rush et les gens qui essaient de se positionner, etc. On va redonner la parole à la salle. Il reste 10 minutes et Sébastien et Christine ont un train à reprendre. Je ne sais pas si on va pouvoir déborder, donc allez-y pour vos questions à Sébastien sur Alibaba, et puis un petit peu plus tard, peut-être éventuellement, on pourra revenir sur Costco. Donc c'est une question par rapport justement sur Alibaba. Je suis tout à fait d'accord avec vous justement sur tous les freins qu'on a sur les paiements, ça peut effrayer, je vais dire ça, mais sur la limitation qu'on a pour les accès aux données des clients, sur plein de choses. Est-ce que vous voyez des mouvements au niveau de l'État français pour justement que vous puissiez mettre en place des innovations comme ça en France, ou bien alors c'est un non rédhibitoire parce qu'il y a plein de blocages au niveau européen ou au niveau français? Nous, ce qu'on veut faire, on veut lancer à l'IP en France, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est par contre, et on le fait déjà, c'est de permettre aux touristes chinois, et il y en a 2,3 millions qui viennent tous les ans en France, de pouvoir justement acheter avec Alipay quand ils sont en France. Donc c'est le cas par exemple aujourd'hui au printemps chez Citadium, à Charles de Gaulle et à Orly dans tout ce qui est duty free. Mais moi à terme, ce que j'aimerais, c'est pouvoir dire à un consommateur chinois, à un touriste chinois, venez en France et ce sera comme en Chine, vous pourrez payer partout avec Alipay. Notamment parce que un des plus gros freins au développement du tourisme des Chinois, c'est le fait qu'ils sont obligés de venir avec du cash parce que la carte de crédit ne fonctionne pas et qu'après ils se font débrouiller. Donc c'est pas non, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a des études ont été faites qui montrent que les attentats de novembre ont eu un impact moins négatif sur le tourisme chinois que le quart de touristes chinois qui s'est fait braquer à Aubervilliers. Donc moi, fluidifier tout ça, c'est un peu l'objectif. C'est aussi une autre opportunité économique forte parce que je parle de 2,3 millions de Chinois, mais ils dépensent 6 à 7 fois plus que tous les autres touristes. Aujourd'hui, si vous prenez l'équivalent des Galeries Lafayette, de Printemps et autres, les grandes enseignes des grands boulevards à Paris, 5 à 6% de leur trafic, c'est les consommateurs chinois, mais c'est 30% de leur vente. Donc c'est vraiment hyper important. Et là, aujourd'hui, il y a 2,3 millions de touristes sur 130 potentiels. 130 millions de touristes chinois, donc il y a un potentiel de croissance qui est absolument énorme. Et juste un dernier chiffre là-dessus, Xi Jinping, qui était le président chinois qui était à Davos là, en février,
il a dit qu'en 2001, ils ont compté, il y a eu 10 millions de voyages hors de Chine. Donc un peu moins de 10 millions de voyages hors de Chine. En 2020, il y en aura 700 millions. On va passer de 10 millions à 700 millions en l'espace de en moins de 20 ans. Donc, mais il faut voir ça comme une opportunité phénoménale pour le commerce et le tourisme. On a la chance d'avoir un pays qui offre du tourisme et regarder avec des yeux plutôt flatteurs par le tourisme chinois. Merci. Bonjour, ma question est la suivante. En fait, l'un des dirigeants d'Alibaba avait dit que vous ne faisiez pas la différence entre commerce physique et commerce en ligne, mais juste entre un ancien et un nouveau modèle, un modèle traditionnel et un nouveau modèle. Donc ça rejoint un petit peu ce que vous disiez sur la fin de l'omnicanal. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que ce modèle-là, il est adapté à un consommateur chinois. Ici, en France, par exemple, ou dans d'autres pays où vous vous installez, quelle est la démarche que vous suivez? Est-ce que vous adoptez les mêmes démarches qu'en Chine, ou alors vous essayez d'avoir une stratégie un peu locale en dépendant du pays? Alors, déjà, j'ai pas dit la mort de l'omnicanal. Je dis que l'omnicanal, c'était fait. Non, mais pas forcément pas, c'est juste, c'est fait, c'est quelque chose qui c'est acté, quoi. C'est-à-dire que c'est plus un sujet, quoi. C'est acté, tout le monde est capable de le faire, etc. J'ai dit que c'était mort. Après, par rapport à notre présence en dehors de Chine, déjà, enfin, en France aujourd'hui, on fait du retail, on fait de l'e-commerce, on a une plateforme qui s'appelle AliExpress, qui est un peu l'inverse de ce dont je parlais. Une grosse partie de ce qu'on fait, c'est de permettre à des marques françaises d'aller vendre sur le territoire chinois, et là, on permet à des marchands chinois de vendre directement à des consommateurs français et autres, alors, l'intérêt, c'est, je sais pas, si vous achetez je prends toujours l'exemple de ça, une coque d'iPhone, là, je l'ai acheté quelque part dans le commerce, elle a dû passer par 4 ou 5 intermédiaires, et je l'ai acheté, je sais pas, 12 €. Là, sur AliExpress, vous l'achetez directement à la personne qui a fabriqué, donc vous l'avez acheté 2. Donc c'est... Non, mais c'est vrai. Et au niveau des prix, vous regardez, je ne peux pas faire de pub dessus, mais alors, c'est très mal traduit, vous pourrez voir, mais par contre, les prix sont juste dingue sur notamment tout ce qui est technologie, aussi tout ce qui est mode. Et alors, est-ce qu'on s'adapte? Non, parce que typiquement la plateforme c'est la même dans tous les pays. Mais par contre, par rapport à votre question sur le new retail et notre vision du new retail, aujourd'hui, on n'a pas du tout de velléité à le faire en France ou le faire ailleurs. Mais par contre, moi, mon sujet, c'est de dire, c'est important, je pense, pour les retailers français et d'autres pays, et tu le disais tout à l'heure, au lieu de regarder toujours, non, c'est Sandrine qui disait, il ne faut pas juste regarder à l'ouest, je pense que regarder à l'est, ça a vraiment du sens aussi, même si on peut se dire, ah oui, mais c'est pas la même culture, c'est différent la Chine et autres, oui, c'est différent, mais je pense qu'il y a plein de choses qui se passent là-bas, qui finiront par se passer ici, donc ça vaut vraiment le coup de regarder. J'ai une question par rapport à, vous dites que l'omnicanal c'est hier, c'est acté, etc. Je voudrais juste savoir par rapport à vos visions, c'est la part de vos investissements en technologie, etc. par rapport à votre chiffre d'affaires, parce que les retailers plutôt en France, etc., ils sont encore en recherche de solutions plutôt qu'en solutions vraiment déployées. Donc comment vous voyez cet ajustement en termes d'investissement technologique? Nous, on est... Alors justement, ce qui prouve qu'on est une start-up, c'est qu'on investit de manière très très lourde en technologie. J'ai pas le chiffre exact, le pourcentage exact, je suis pas sûr qu'on le donne de toute façon, mais en tout cas c'est une partie très importante. Et il y a encore 6 mois, dans un discours qu'a donné notre fondateur Jack Ma, il a dit que clairement c'était le poste sur lequel on allait investir le plus. On investit aussi énormément dans les contenus, mais la technologie c'est très important. Ça rejoint ce que je disais aussi tout à l'heure sur ce besoin de répondre aux attentes qui sont en évolution permanente du consommateur aussi. Mais c'est aussi parce qu'on sait que tout ce qu'on développe d'un point de vue technologique, c'est une avancée potentielle par rapport à des concurrents. Et donc c'est très important. Et pour rejoindre l'idée du Singles Day, on utilise souvent le Singles Day comme un moment pour faire du showcase en fait, de nouvelles technologies qu'on a pu développer. L'année dernière, par exemple, on a fait 3 choses. On a fait une chose qui était dans la mode, on a fait
une OP qui s'appelait See Now Buy Now, où en fait chaque marque avait 7 minutes et c'était live streamé sur nos plateformes. Et il y a eu jusqu'à 10 millions de personnes qui étaient connectées au même moment et vous pouviez, donc si le mannequin portait telle veste, cliquer dessus sur votre téléphone et automatiquement ça se mettait dans votre panier d'achat. On a fait quelque chose avec de la réalité virtuelle où on a pris une dizaine d'enseignes dont Saks aux US, Woolworth en Australie, je sais qu'il n'y avait pas d'enseigne française malheureusement, et avec un casque de réalité virtuelle. Alors, moi je pense que la vraie innovation là-dedans, c'est que ce casque de réalité virtuelle, qui est un casque en carton, on le vendait 1 RMB, ça fait 7 centimes d'euros. Donc en gros, ça démocratise complètement l'utilisation de la réalité virtuelle. Ça, c'est quelque chose sur lequel on va pousser aussi. Et puis après, on a fait aussi de la réalité augmentée, et qui montre encore autre chose, où le logo de notre enseigne, qui s'appelle Tmall, c'est un petit chat noir, qu'on voit sur mon ordi là-bas. Et en fait, on a fait un partenariat avec Starbucks et KFC, qui sont tous les deux très présents en Chine. Et si vous alliez à côté d'un Starbucks ou d'un KFC, vous preniez votre téléphone et notre application, et il fallait trouver le petit chat et l'attraper, et là vous aviez moins 10% sur une boisson, etc. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a eu plus de 100 millions de personnes qui ont joué à ce jeu. Mais quand on pense, alors ça ressemble beaucoup à Pokémon Go, mais avec une application qui drive du trafic dans les magasins, ce qui n'était pas le cas de Pokémon Go vraiment. Voilà. Vous nous avez montré des très beaux chiffres. Aujourd'hui, vous êtes implanté dans un pays qui compte 1/5 de la population mondiale. On doit pouvoir en être plein, non? 1/5 de la population mondiale? Vous êtes en Chine? Ah oui, en Chine. En Chine, oui. Et tous les exemples, je ne parlais pas de la France. Tous les exemples que vous avez pris étaient principalement en Chine. J'ai l'impression que quand vous exportez l'entreprise Alibaba, vous essayez de suivre vos clients chinois, si j'ai bien compris. C'est ça? Donc du coup, en fait, quand vous dites que vous n'avez pas de velléité à vous implanter en France et à venir en concurrence de la distribution locale, je suppose qu'en fait c'est toujours pour cibler cette clientèle chinoise, de façon à l'accompagner dans ses actes de paiement lorsqu'elle est en tourisme. Vous m'arrêtez si je me trompe, j'essaye de comprendre. Et du coup, j'ai une question. En Chine, vous vous développez sur le mode du commerce, mais est-ce que vous quittez pas votre secteur d'activité du coup à l'exportation? Puisque si vous venez ici sans vouloir véritablement faire du commerce avec la population française, mais plus en suivant vos clients chinois, est-ce que vous ne devenez pas finalement un acteur bancaire pour ces clients? Alors déjà, la première chose, c'est qu'on ne fait pas que ça. On fait aussi beaucoup de sourcing, donc de faire venir des marques françaises sur les plateformes chinoises, ça c'est du commerce. Alors c'est pas de la distribution sur les consommateurs français, c'est sur les consommateurs chinois, mais c'est du B2B quoi. Donc c'est complètement du commerce. La logique de suivre les consommateurs chinois, c'est du tourisme, et le tourisme c'est aussi du commerce, parce qu'on leur vend des billets d'avion aussi. Donc je pense qu'on fait aussi du commerce et pas que du paiement. Et après, pour revenir à ce que vous disiez, je pense que notre galaxie elle est super large. Donc oui, on fait du paiement, mais on fait aussi de l'entertainment, etc. Comme je vous disais, on a le YouTube chinois, on a le Twitter chinois et autres. Donc de toute façon, ce qu'on fait, c'est pas que du commerce, c'est plus large que ça. L'objectif, c'est, une fois de plus, c'est de travailler sur des populations qui sont en développement, toucher un maximum de ces populations et de créer une plateforme qui permettra de fluidifier complètement les transactions entre des pays où il y a un savoir-faire comme la France et un héritage et une tradition et un terroir et la demande qui vient des pays émergents. Donc je pense que d'être là où il y a énormément de ces produits, c'est hyper important pour créer le lien. Voilà. Oui, sur l'entité française, vous avez quoi comme type de profil dans l'entreprise? C'est des profils commerciaux, c'est des profils techniques, c'est un peu tout, du marketing? Vous faites c'est beaucoup de l'accompagnement, c'est des commerciaux, c'est commerciaux et marketing principalement. Il y a une vingtaine de personnes aujourd'hui sur les différents types de produits qu'on peut vendre, donc sur la partie commerce, sur la partie voyage, sur la partie paiement, sur la partie cloud aussi dont j'ai pas parlé mais qui est très importante. Et donc c'est principalement ça. Pour l'instant, on n'a pas de... Mais voilà. Et une notion de référencement ou bien globalement vous avez plugué le catalogue, l'essentiel du catalogue qui est disponible, on va dire, en Asie. Et pour l'instant, vous affinerez en vous adaptant sur quoi? Sur le catalogue produit qui est disponible.
aujourd'hui, c'est quoi le travail de référencement local, par exemple? Alors, le référencement local, c'est d'approcher des entreprises qui aujourd'hui ne sont pas en Chine et de leur permettre en fait d'y aller. Et donc leur expliquer comment ça fonctionne et les accompagner jusqu'au moment où ils se mettent à vendre sur le marché chinois. Et après, même de les suivre et de s'assurer qu'ils ne font pas que vendre, mais que ça devient une partie importante de leur chiffre d'affaires. Donc il y a beaucoup de ça. Et après, les choses évolueront comme elles évolueront. Moi, j'ai pu voir, j'ai eu la chance de travailler chez Amazon quand Amazon s'est implanté en France, de travailler chez Google quand Google s'est implanté en France. Et entre ce qu'Amazon et Google sont aujourd'hui par rapport à ce qu'ils étaient il y a 15 ans, il y a un énorme gap. Donc on verra ce qu'Alibaba sera dans 15 ans aussi, ce sera intéressant. Je veux simplement connaître l'intérêt pour vous de venir au colloque Étienne Thiel. Qu'est-ce que vous pouvez tirer des recherches en marketing ou en management des chercheurs français, par exemple? Moi, je suis venu parce que je trouve que c'est toujours assez riche d'échanger sur... de créer des liens, en fait. C'est aussi ce qu'on fait, nous, au quotidien, de créer des liens entre la France et la Chine. Donc l'idée, pour moi, c'est d'ouvrir au maximum sur ce qu'on fait, parce que je pense que c'est... Et je le vis, moi, au quotidien. Un des challenges de mon métier, c'est de faire ce lien entre la culture chinoise et la culture occidentale, qui n'est pas du tout évident. Et donc, moi, ce que j'essaie, c'est de partager ça un maximum, parce que je pense que tout le monde peut en bénéficier. Donc, mon objectif, c'est ça. En fait, c'est un nouveau concept. Et puis, nous, on est beaucoup axés. En fait, c'est assez impressionnant Alibaba. Je veux dire, on le suit aussi. Mais je vous avoue, nous, ce qui nous différencie, c'est tout ce qui est le service, après-vente, le service à la clientèle, le parcours client, les produits, la nouveauté, cette chasse au trésor. C'est vraiment le contact humain qui fait en sorte... je veux dire, c'est le volume peut-être qu'on veut chercher, mais il y a aussi l'aspect humain qui est hyper important. Évidemment, Costco va s'implanter aussi en Chine, et puis ça va être aussi tout un autre challenge qui est tout à fait différent. Bon, alors, on avait un peu volé ma synthèse. Ce que je voulais dire avant que nous remercions nos brillants et passionnés invités, c'est qu'on voit là deux formes de commerce qui signalent sans doute le commerce de demain. D'une part, un commerce où le niveau d'expérience par monnaie est tout à fait exceptionnel. On l'a vu avec les effets, on a même posé des questions limites sur les questions d'impulsivité, voire d'addiction, etc. C'est Costco. Et puis on voit un autre type de commerce. Et tout ça, effectivement, c'est sans doute le commerce de demain, où on a un système, une place de marché, plateforme généralement, articulant à la fois des produits, des services, dans une logique totalement liquide, pour reprendre le mot de Bauman, notamment sur l'aspect paiement. Sébastien a beaucoup insisté sur la différence avec ce qui se passe dans notre pays. Je crois qu'on a eu là un très beau témoignage de ces deux grandes polarités vers lesquelles le commerce de demain risque d'aller. Dans tous les cas, Christine, Sébastien, mille merci pour votre...